Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir. Sur la vidéo précédente, j'avais exposé les jeux que nous comptions offrir à notre entourage, à jeux de société bien sûr, parce qu'on reste sur une chaîne jeux de société, nous parlons jeux de société. Et à la fin de la vidéo, j'avais émis l'hypothèse de faire une vidéo à propos de ma liste à Papa Noël, les jeux qui me plaieraient bien de recevoir en cadeau. Les joueurs, on aime bien avoir des jeux, c'est normal. Et certaines personnes avaient dit, mais vas-y, fonce Alphonse, montre-nous ta liste, ça peut être marrant de voir ce qui t'intéresse, ça peut donner des idées, éventuellement. Et j'avoue que me prendre au jeu me plaît pas mal aussi. Let's go, c'est parti, ma liste pour le Papa Noël. Je vous expose ça, on refait ça sur Philibert comme la vidéo précédente, c'est très bien, c'est une bonne base. S'il y a des jeux qui vous tentent, je mets tout en lien en dessous sur la partie descriptive de la vidéo. On commence, alors là c'est pour faire le pont, on commence avec un Pandemic Legacy saison 1. J'en parlais sur la vidéo précédente, je m'étais dit si jamais je devais offrir un jeu à ma moitié, ça serait celui-ci, parce que c'est un jeu pandémique de base, nous a toujours plu, ce fameux jeu coopératif où il faut éradiquer les maladies avant qu'elles soient trop répandues. Et donc son aspect Legacy, on n'a jamais testé, ni elle ni moi, donc c'est une parfaite idée. On pourrait me l'offrir plutôt que lui offrir à elle, ça me plairait tout autant. Donc là, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que j'en ai déjà parlé sur la vidéo précédente, mais ça serait une bonne idée de cadeau. Vous verrez que au niveau des cadeaux, autant sur la vidéo précédente c'était plutôt budget ric-rac, autant comme c'est ma liste au Papa Noël, je me dis Papa Noël il est riche, donc il peut y aller, ça va être souvent des jeux assez, assez costauds niveau tarif. Alors j'ai préparé tous mes onglets là. Je les prends un petit peu au pif. Voilà, on va prendre celui-là d'abord. Nous avons donc du Bunny Kingdom. Bunny Kingdom in the Sky. Bunny Kingdom, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Ce n'est pas impossible que dans un futur proche, j'en reparle sur ma chaîne. Spoiler alerte, mais... Et là, il s'agit de l'extension de Bunny Kingdom in the Sky. Alors, une extension qui, somme toute, n'est pas, comment dire ça, n'est pas accompagné de beaucoup d'avis dithyrambiques, enfin j'ai pas beaucoup, en tout cas dans l'ensemble, les avis sur cette chaîne-là, sur cette boutique-là ne sont pas forcément favorables, ça dépend lesquels. Certains disent que c'est pas mal, ça permet une certaine rejouabilité, enfin ça ouvre un petit peu le champ des possibles, d'autres disent que c'est pas forcément très équilibré, que ça mène pas grand-chose de génial. Toujours est-il que Bunny Kingdom de base ça me plaît, donc Bunny Kingdom pour rappel, on place des petits lapins, alors là on voit les photos de l'extension donc ça va pas vous parler, mais on a une grille de 10K sur 10 avec des petits, il y a le royaume des lapins, le roi Lapinou nous dit faut faire des points de victoire, en gros, avec en d'autres termes, et c'est essentiellement un jeu de draft, donc ça se joue de 2 à 4, on choisit deux cartes qu'on souhaite jouer, on passe la main au voisin, on choisit deux cartes qu'on souhaite jouer, on passe la main au voisin, etc. C'est pas mal, on établit nos territoires, ou alors on part sur des stratégies d'objets magiques, ou de cartes, d'espèces d'objectifs secrets. C'est vraiment mignon, c'est sympa. C'est pas si idiot que ça, c'est quand même... faut réfléchir un petit peu, faut être opportuniste surtout. C'est vraiment sympa, j'aime bien le thème du jeu, j'aime bien l'ambiance du jeu, c'est détendu. Même si certains diraient que le décompte de points final est un petit peu long, c'est pas grave, c'est amusant. Donc l'extension, pourquoi pas, surtout que ça permet à un 5e joueur de nous rejoindre, ce qui n'est pas le cas dans le jeu de base, il n'y a pas de quoi jouer à 5, c'est forcément de 2 à 4. Donc je me dis que jouer à 5 à Bunny Kingdom, c'est déjà arrivé, alors c'est pas un jeu que j'ai sorti maintes et maintes fois, en tout cas c'est déjà arrivé qu'on se retrouve à 5, et du coup qu'on ne puisse pas jouer à ce jeu-là, alors que ça nous aurait tenté, donc là ça serait l'occasion. Et vous verrez que si jamais je récupère l'extension, se produira le cas de figure où nous retrouvons à 6. Tiens, dommage, à un prix on aurait pu faire un Bunny Kingdom avec extension. Bref, voilà, c'est petite chose rigolote. Tant qu'on est à parler d'extension, aléatoirement j'ai pris celle-ci. Donc là, Papa Noël, est-ce qu'il pourrait m'offrir Teotihuacan, l'extension l'âge pré-classique. Donc Teotihuacan, là on tape du jeu, on tape sur du jeu. J'ai bien dit taper, pas tabler, c'est rigolo de dire taper en ce moment. On tape sur du jeu à l'euro, clairement euro, c'est du cuivre en bois pur et dur.
Donc Teotihuacan, ça fait penser un peu à Tzolk'in, même si les mécaniques sont différentes. On fait progresser des dés ouvriers qui vont produire des ressources ou faire des actions pour aller embellir, je sais plus, l'allée des morts, des choses comme ça. On va construire la fameuse pyramide de Teotihuacan qu'on voit un petit peu derrière en déco. Et donc l'extension permet d'ouvrir un peu, enfin d'ajouter des modules, permet de rendre le jeu plus... je vais pas dire versatile, je sais pas trop, en réalité je connais pas trop ce qu'il y a dans cette extension, je me suis un peu laissé la surprise, je sais juste que le jeu est un peu plus modulable, et donc permet une rejouabilité un peu plus développée quoi. Donc ça me plaît bien, plus c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 en ce moment, avec les histoires de confinement, et c'est parti pour pas se terminer tout de suite. On verra que dans ma liste au Papa Noël, il y a quand même des jeux qui se jouent solo. On va essayer de tabler un petit peu là-dessus pour nous abreuver, on est en manque de jeux, et tant pis, en attendant on joue solo. Donc voilà, Teotihuacan, c'est un jeu que j'ai pas assez sorti à mon goût, j'aimerais le sortir plus souvent, mais c'est pas évident. Trouver les joueurs pour ce jeu, c'est pas évident, c'est quand même exigeant, faut apprendre les règles à chaque fois. Ça fait partie de tous ces jeux euro où on sait qu'à partir du moment où on va lancer une partie, il y aura invariablement ce moment 30 minutes de règles pas très pratique, qui peut perdre ou qui peut faire peur, donc c'est jamais simple. Je passe Papa Noël, on passe sur Trek 12. Donc Trek 12, parce que monsieur Bruno Catala a dit, on prononce comme on veut, hein, Trek 12 ou Trek 12, moi je préfère Trek 12. Je me dis, si monsieur Bruno Catala dit Trek 12, on dit Trek 12, hein, en bon influencé. Et donc Trek 12, on est sur du Roll and Write. Roll and Write, donc on va mettre la petite photo. C'est un jeu que j'ai découvert il y a pas longtemps, de toute façon le jeu est très récent. Et donc à l'aide de 2 dés, voilà, un joueur va lancer 2 dés, ça va donner des scores de 1 à 11. Ah oui, et pas de 2 à 12, hein. J'ai pas fait une erreur, c'est qu'il y a une face en fait avec un décalage de 1 par rapport au dé classique, donc il y a un dé qui fait de 1 à 6 et un dé qui fait de 0 à 5. Et j'ai trouvé qu'il y avait des mécaniques intelligentes dedans. J'ai regardé la vidéo du Monde du Jeu, Martin Wittberg, et qui avait invité justement Bruno Catala et le co-auteur, j'ai oublié son nom, je sais pas si on voit son nom, non, pas ici, on le verra peut-être ailleurs, je vais lui faire honneur quand même, hein. Alors c'est un dénommé Monsieur Lebras, alors je sais pas ce que c'est Célestin peut-être, j'ai aucune idée, en tout cas voilà, et j'ai trouvé ça rafraîchissant, autant en Roll and Write, comme je possède déjà un Welcome to Your Perfect Home, je trouvais ça suffisant, je me dis, comme c'était une grosse mode, hein, à un moment donné, les Roll and Write, il y en a plein qui sont sortis dans tous les sens, je me suis dit, bon, un seul suffit, un Roll and Write, une fois que t'en as fait un, c'est bien. On était avec mon épouse déjà bien convaincu du Welcome to, et d'ailleurs il y a le Vegas qui est sorti là, j'étais un peu entre les deux, et je me suis dit celui-là il est pas mal, j'ai bien aimé la mécanique où quelqu'un lance les dés et on va choisir ce qu'on va faire des dés, c'est-à-dire que le score de dés qu'on va utiliser, soit on va additionner les dés, soit on va soustraire, soit on va multiplier, soit on va, je sais plus ce qu'il y avait d'autre, prendre un des 2 dés, ou on va le dé le plus bas ou le dé le plus haut, voilà. Et en fonction de ça on va placer des chiffres, essayer de faire des chemins de cordes, essayer de faire jouer soit avec une suite de nombres, soit jouer avec la multiplicité du même nombre, etc., etc. Ça va faire des scores un petit peu différents. Il y a plusieurs modes de jeu aussi. J'ai trouvé ça pas mal, 3 modes de jeu. Je me dis que c'est un Roll and Write qui peut changer de Welcome to, et même au sein même de ce jeu, il peut y avoir des modes différents qui peuvent permettre de renouveler. Donc ça se tente, voilà, Roll and Write, c'est rafraîchissant, je l'ai trouvé rafraîchissant, je me dis pourquoi pas. On va enchaîner avec Australia. Donc Australia, alors c'est pas du... Vous verrez que c'est pas pareil dans ma liste pour Papa Noël, il n'y a pas forcément du jeu très récent. Je suis quelqu'un qui est pas trop dans l'actualité, c'est pas trop mon truc d'être à fond dans l'actualité, de voir tout ce qui sort. C'est le meilleur moyen de se tenter pour tout et n'importe quoi et d'être souvent déçu. Parce que c'est souvent, on se laisse trop d'attentes sur ce qui va sortir, et généralement, alors des fois on est surpris en bien, enfin on n'est pas surpris, en fait, c'est ça le problème, c'est que on peut être surpris quand pas bien. Genre, on se met tellement de hype que forcément les jeux doivent être superbes, donc on peut que être déçu. Ou alors au mieux, c'est ce qui était prévu, le jeu est très bon, mais c'était normal, je m'y attendais. Donc voilà, je préfère prendre le temps, on voit ce qui
Alors quand ça passe sous les radars, bah tant pis, hein, ça nous a échappé, mais on voit aussi ce qui est, ce qui tient sur la durée, parce qu'il y a des jeux qui font beaucoup de bruit et dont on entend très vite plus parler derrière, à juste titre. Voilà, on évite de tomber dans ces pièges-là. Donc, Australia, pareil, c'est un jeu que j'avais grillé à droite à gauche, de loin, sans trop essayer de... sans trop m'intéresser. Et je connais personne dans mon entourage qui l'a, ce jeu-là, donc pas eu l'occasion d'essayer. J'ai trouvé l'idée assez rigolote, hein, le côté thème Cthulhu, alors qu'on est en plein désert australien, en plein jour, etc., avec un côté un peu guerre, on prépare on va récolter, on va faire nos ressources pour préparer nos défenses. J'ai trouvé ça assez rigolo. Alors, je trouve que c'est des mécaniques qui sont pas... les mécaniques en elles-mêmes, je les connais pas trop, mais le principe du jeu, j'ai trouvé ça assez rafraîchissant aussi. Je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être quelque chose. Là, on part clairement dans le jeu où j'ai aucune idée de si ça pourrait vraiment me plaire une fois que je serai en plein cœur d'une partie. Mais c'est ça aussi la magie de Noël, hein, c'est qu'on demande des jeux et on peut avoir des surprises. Faut tenter, quoi. Parfois faut oser, et là je suis curieux d'oser celui-là. Donc si je le reçois, ça peut être bien marrant. Voilà la chose. En plus, je crois qu'il y a 2 modes de jeu. Il me semble qu'il y a... Et surtout, on peut jouer solo. Ça aussi qui m'intéressait, on peut jouer solo. Il me semblait qu'il y avait 2 modes. J'ai un doute. Alors, je confonds peut-être avec autre chose, mais bon, bref. On va passer sur Cult. Alors, Cult, c'est un jeu... Alors, j'avoue que c'est le copain Lichtmeister qui m'a un peu donné envie de jouer à ça. C'est apparemment un jeu de majorité. On peut se mettre des petits coups de crasse. Voilà. Rien que ces 2 facteurs-là me tentent bien. À côté de ça, l'ambiance du jeu, culte, hein, donc c'est pas compliqué d'expliquer le thème. J'ai trouvé ça pas mal, les illustrations ont l'air sympas. Le plateau m'avait l'air un peu fouillis, un peu chargé, je sais plus si on le voit là, je suis pas sûr. Ouais, c'est pas ça, c'est pas que c'est fouillis ou très chargé, c'est que c'est pas forcément très lisible. Mais avec les jetons, etc. Mais bon, ça me donne envie de tenter de laisser sa chance, et je pense qu'il peut me plaire celui-là. Donc pareil, il y a un petit peu d'incertitude, mais de toute façon, tant qu'on n'a jamais joué à un jeu, tant qu'on n'a pas joué, on sait jamais si ça va nous plaire à fond. Bref. On va passer sur, tiens, celui-là, les pierres de Koba, dans la liste de Papa Noël. Alors les pierres de Koba, petit jeu, c'est peut-être celui qui coûte... Non, c'est pas celui qui coûte le moins cher de ma liste, mais pas loin. Les pierres de Koba, ça, c'est pour ce Morbif. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, on s'est amusé quand j'avais fait quelques lives, où j'avais fait des unlocks. En fin de live, j'avais sorti, j'ai oublié le nom, Par Odin, voilà, Par Odin, une petite boîte avec 9 dés, et des combinaisons mathématiques qu'il faut résoudre. En gros, il faut départager les dés en 2 camps de valeurs égales. Les dés ont des valeurs qui peuvent varier selon la proximité d'autres dés avec. Donc c'est purement mathématique. Hein. C'est pas, faut pas chercher de thème. Je me suis amusé à donner un thème un peu mésoaméricain, je crois. Hein. Donc je sais pas, c'est des Incas, des Aztèques, quelque chose comme ça. Maya, voilà, des Mayas. J'étais pas très loin. Et c'est tout. Voilà, faut croire que Par Odin a quand même fonctionné un minimum pour qu'ils sortent les pierres de Koba. Et j'imagine que les faces ont des effets différents que sur Par Odin, sinon il n'y aura absolument aucun intérêt à proposer ça, autant donner un autre livret avec une autre série de problèmes en plus. Donc un livret qui compte une 50aine de défis à résoudre. Mais là c'est pareil, il y a pas des applications, mais sur leur site, on peut faire des défis... on a un générateur de réponses, ça marche pas ça. Bref, on prend les dés, on peut aussi les lancer et puis essayer de les résoudre. Et sur le site, on met ce qu'on a lancé comme dés, et le site va nous dire oui, en fait, il existe 2 solutions, ou alors il existe une solution, ou alors il n'existe pas de solution. Donc là, c'est pas la peine de chercher. Donc j'imagine qu'il y a la même chose pour celui-là. Je dis pourquoi pas les pierres de Koba, c'est marrant. Je ne reviendrai pas sur le fait que ma moitié est bien meilleure que moi sur ces trucs-là, qu'elle arrive mieux à calculer les choses, alors qu'elle est pas trop joueuse, que c'est pas son truc, et que c'est pas... Donc voilà, c'est rigolo. Je dis que ça peut nous plaire à tous les deux. Puis c'est des jeux à garder par la suite pour les enfants quand ils seront plus grands, pour essayer de à la fois les amuser en développant leur capacité à calculer, justement, ça peut être pas mal. On va partir, si on parlait de Cthulhu il y a 3 jeux, on va partir sur Les Demeures de l'Épouvante, seconde édition. Ça peut jouer en solo,
voilà, une fois de plus. D'ailleurs, les pierres de Koba, c'était pareil, hein. Ça pouvait jouer en solo aussi. Ça, c'est du jeu bien établi, hein, qui est bien connu, ça fait un moment que je louche dessus. Le thème Cthulhu et compagnie, ça me parle, j'aime beaucoup. Je lis pas les livres, tout ce qui est Lovecraft, j'ai pas trop aimé niveau lecture, mais en tout cas, le thème me plaît bien, le côté année folle, avec du monstre derrière, l'ambiance un peu jazzy, un peu lugubre, c'est cool, c'est assez cool. Et surtout, j'ai envie de me remettre un petit peu à peindre de la figurine. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas, ça serait un bon moyen de peindre un peu la figurine pour pouvoir vivre une aventure avec un support plus visuel. Là, pour le coup, nous sommes complètement à côté de tout ce qui est cube en bois, et j'en ai pas encore sorti des masses, des jeux cube en bois, mais ça va venir dans ma liste de Papa Noël, là. Et bah, c'est pas mal, en plus ça joue avec une application, voilà, il y a moyen de faire des trucs. Et personne ne le possède dans mon entourage. Il y en a qui ont des Descent, il y en a qui ont d'autres jeux, des Star Wars Assaut sur l'Empire, des choses comme ça. Personne ne l'a celui-là. Je me dis, bah, pourquoi pas, hein, je me dévouerai. Je ne possède pas de jeu de donjon. On va considérer que c'est un jeu de donjon, une espèce de dungeon crawler. Si je dis une bêtise, je possède Gloomhaven. pour l'avoir oublié, celui-là, quand même, faut le faire. Mais je disais dans le sens où il n'y a pas de... Enfin, Gloomhaven, ça se joue... De base, ça se joue pas forcément avec une application, c'est pas prévu pour. Alors, c'est plus dans ce sens-là que j'avais totalement occulté ce Gloomhaven, qui pourtant a une grosse place. Spoiler alert, c'est possible qu'on en reparle aussi dans pas longtemps. Voilà la chose. On va enchaîner. Alors au pif, ça va être quoi? Ça va être Spirit Island, deuxième édition. Je savais même pas qu'il y avait une deuxième édition d'ailleurs. Spirit Island. Alors là, je pars sur des on-dit, parce que je connais pas trop le jeu. En plus, c'est quand même un investissement qui est pas des moindres. Je connais pas trop le jeu. J'ai vu un petit peu le matos. Je dois avouer, le matos me séduit pas tant que ça. Mais il y a beaucoup... alors je me méfie toujours des avis, parce que c'est... je dis ça et en même temps je me réfère beaucoup aux avis. Mais disons que c'est rare que je me lance dans l'acquisition d'un jeu uniquement sur les avis. J'essaye quand même d'avoir des infos sur les règles du jeu, les mécaniques, etc. Et celui-là, j'ai pas trop creusé la question. Et là, je me fie plus sur les avis. Je me dis que c'est un jeu qui peut se... Alors, c'est du coop. C'est un jeu où on incarne des espèces de divinités, il me semble, des éléments plutôt, les éléments d'une île qui veut se défendre de l'arrivée du méchant humain qui veut faire comme d'habitude, hein, foutre le bordel sur l'île, hein, raser toutes les forêts, s'emparer de toutes les ressources, j'imagine, un truc comme ça. Et que ça peut être marrant de jouer. En plus, apparemment, il est très... déjà, il y a ce côté asymétrique qui peut être sympa. A priori, le jeu est assez chargé, ce qui fait que c'est du coop, mais il n'y a pas un effet leader, parce que chacun a tellement à faire qu'il peut pas non plus donner ses ordres. Il peut pas faire son sergent-chef et donner les ordres aux autres. Donc ça peut être pas mal aussi quand on joue en multi. Et puis, ça se joue en solo. Donc voilà. L'aspect coopératif comme ça, mais un véritable coopératif où chacun a vraiment l'opportunité et la latitude pour donner ses infos et donner ses idées, je trouve ça pas mal. Pourquoi pas. Donc là, c'est le genre de jeu sur lequel je peux faire fi de l'apparence, qui est vraiment pas gégène, je trouve, et puis savourer quand même le jeu et se faire plaisir. Pourquoi pas. Nous avons un Unlock Mythic Adventures, dont j'avais parlé sur la vidéo précédente et qui est prévu pour être offert à quelqu'un de notre entourage. Et je me suis dit, mais pourquoi pas moi aussi? Pourquoi pas moi non plus? Pourquoi pas moi aussi? Ça fait longtemps que j'ai pas fait un Unlock. Alors c'est pas la série de jeux qui m'éclate le plus. Enfin, les escape games comme ça, c'est pas... Je suis pas forcément un gros client de ces trucs-là. Je me suis dit, mais une fois de temps en temps, pourquoi pas? Il y a une nouvelle boîte qui est sortie, alors j'ai mis celle-là, ça pourrait être une autre en réalité, parce que j'en ai pas fait tant que ça. Ça pourrait être peut-être la boîte juste avant, ou j'ai oublié peut-être celle avec les dragons, je sais plus laquelle c'est. En bref, une des 3 dernières boîtes, je suis sûr que j'en ai fait aucun de ces 9-là, de ces 9 NOC, donc autant prendre une boîte comme ça. Pourquoi pas, voilà. Mais à mon avis, celle-là, c'est pas la peine de me l'offrir.
parce que j'irai gratter une fois qu'ils auront fini, donc ces personnes à qui on va offrir ce fameux unlock. Je pense qu'une fois qu'on va demander, on va dire, vous avez fini le unlock, allez, prêtez. On vous l'aura après une fois qu'on les aura fait. Voilà, pourquoi pas. J'enchaîne avec un Mage Knight Ultimate Edition. Alors ça c'est du gros, hein, c'est du lourd, de rupture de stock, hein. Je sais pas si ça se trouve ailleurs, peut-être. Mage Knight, alors là c'est mon passif d'aficionado de Heroes of Might and Magic 3, surtout, qui parle. C'est-à-dire que ce jeu de gestion d'armée, on gère des ressources, etc., on fait des rencontres, on va essayer d'éliminer ses adversaires, ça me parle beaucoup. C'est un jeu, en plus, Vlaada Chvátil, genre d'auteur que j'apprécie aussi. Et c'est un jeu, alors il est plutôt récent du tout. J'attendais, quand ils avaient annoncé l'Ultimate Edition, j'attendais avec impatience, je m'étais dit, bah tiens, ça va être le moment de l'acquérir, comme ça au moins, parce que je savais qu'avant cette édition Ultimate, il y avait des dissonances entre la boîte de base et des extensions en version française, il y avait des histoires de jetons qui n'avaient pas le même teint, etc., donc c'était pas terrible en fait, niveau lisibilité, on savait, ah bah tiens, je vais affronter un monstre d'extension, parce que le truc est un petit peu plus sombre, ou un peu plus clair, je sais plus. Voilà. Je me dis, bah tiens, ça va être l'occasion d'essayer de se lancer dedans. Et au final, ça s'est jamais produit pour X raisons, c'est jamais arrivé, je me suis jamais procuré la boîte, alors pourquoi pas, hein, si Papa Noël est généreux et qu'il arrive à remettre la main là-dessus, pourquoi pas, ça pourrait être sympa, une fois de plus, ça se joue en solo, très bonne idée. Tiens, Western Legends. Alors il me reste encore 5 à vous présenter après celui-ci, hein, voilà, pour vous donner une idée. Je sais pas depuis combien de temps je parle, mais ça va encore être une vidéo longue comme d'habitude, hein, 20 minutes et quelques, bon ça va encore. J'ai réussi à rester un minimum raisonnable, peut-être parce que j'ai un petit peu plus de jus aussi, là. On est en pleine journée, ça va. La vidéo précédente, j'ai fait ça, c'était la nuit, je commençais à être un petit peu dans le dur. Donc Western Legends, c'est un jeu, il y a du cowboy, voilà, je vois western dans le titre déjà, je suis déjà limite en train de sortir la carte bleue pour le payer. Voilà, vivez la véritable aventure de l'Ouest américain. C'est un jeu qui est assez atypique. On fait des quêtes asymétriques, hein, chacun a ses pouvoirs, j'imagine. Alors c'est pareil, en fait, c'est un jeu, j'ai pas trop regardé de vidéos là-dessus. J'ai juste capté un peu le concept. Le thème me parle beaucoup, il y a des extensions derrière. Ouais, je sais pas, j'ai envie de me laisser guider, j'ai envie de tenter de vivre l'aventure. Alors, c'est pas un jeu solo par contre, mais j'ai envie de vivre l'aventure et d'essayer de. Je sais pas, j'ai le sentiment que ça va me plaire forcément, parce que c'est des thèmes qui me parlent. Je suis toujours beaucoup plus. Je suis plus tolérant sur les jeux qui ont des thèmes Far West. Parfois ça s'explique pas, il y a des choses comme ça qui ne s'expliquent absolument pas. Les avis sont globalement positifs, on va pas dire que. Mais je pense que c'est un jeu qui divise, c'est aussi pour ça que les notes sont pas forcément... en tout cas, la moyenne des notes n'est pas forcément hyper élevée au top du top, parce qu'il y a certains qui ont pas du tout apprécié, qui plombent la moyenne, mais que la plupart apprécient, j'imagine. Voilà, puis bon, les extensions derrière, ça promet du bon. On va passer à Tekkenu, je sais pas comment ça se prononce, un jeu qui date de cette année, si je ne dis pas de bêtises. Donc là ça m'a fait penser, hein, quand je vais regarder un petit peu le jeu, alors pareil je me suis pas renseigné à mort sur ce jeu là, hein. Il m'a fait penser à Teotihuacan tout de suite, vraiment, les tons, le ton des couleurs, hein, ça fait penser à peu près à ça. Là on part sur l'obélisque aussi, ça fait penser à Teotihuacan, même si Teotihuacan c'est plutôt la pyramide aztèque, mais vous voyez, c'est une espèce d'architecture assez carrée, quoi, assez cubique. Et puis les dés, surtout les dés qui ont fait penser à Teotihuacan aussi. Ça joue à 4 max, je crois qu'il joue en solo, je crois qu'il y a un automa en solo, je sais plus où j'ai vu ça, ou alors pareil, je le confonds peut-être avec autre chose. Non, c'est peut-être le jeu dont un des jeux dont j'ai pas encore parlé, c'est peut-être avec celui que je confonds, je sais plus. En tout cas c'est du 1 à 4 joueurs, donc soit il y a un automa, ou soit il y a quelque chose à battre quand on joue en solo. Et je sais pas, un gros truc comme ça, moi, qui a l'air pas mal velu, ça m'attire en ce moment. Hein, ça dépend des périodes. Là, en ce moment, ça m'attire. Et j'ai bien aimé, alors je me suis pas renseigné des masses, mais j'ai vu qu'il y avait un système de dés. Alors, il fallait choisir son action, il fallait choisir son dé qui correspondait à des actions à réaliser derrière. Et surtout,
l'obélisque, il me semble qu'il pivote au fur et à mesure du jeu. Et en fonction de son pivot, il y a des actions qui seront plus dans la lumière, il y en a qui seront plus dans l'ombre, je sais plus comment on appelle ça, il y a un terme précis, certaines qui sont entre les deux. Et alors j'imagine que ça doit rendre l'action peut-être plus coûteuse, ou peut-être plus forte, ou quelque chose comme ça en fonction de là où il se trouve. Donc c'est des mécaniques comme ça qui me plaisent bien, ça m'a l'air assez brise-neurones, donc pourquoi pas, allons-y. Je sais pas à 100% si ça va me plaire, mais il y a de fortes chances que ça me plaise. Et là, je vais pas faire au hasard, je vais en profiter pour parler aussi de Barrage. Un Barrage qui est aussi dans ma liste de Papa Noël. Et Barrage, c'est la boîte par excellence. Oh, qu'est-ce que c'est moche. Enfin, c'est moche, c'est un style très fort. Et paradoxalement, les couleurs sombres comme ça, moi, ça me fout le kir, hein, comme on dit dans le Nord, ça fait déprimer. Mais en même temps, le style, la patte graphique est tellement marquée, il y a tellement un thème qui ressort de ça, que ça m'attire quand même. Je trouve que ces espèces de police d'écriture, là, vraiment très anciennes, je sais même pas quel nom, quel est ce style, je sais même pas nominer ce style. C'est nominé. Les nominés sont nommés en tout cas ce style, je sais pas. Mais je me suis arrêté sur les notes. Et les notes du jeu, que ce soit ici sur ce site-là ou ailleurs sur d'autres sites, les notes sont quand même assez bonnes, voire excellentes. Elles sont totalement excellentes. Et ça, bah, là aussi, j'ai envie de me laisser guider. Ça a l'air d'être hyper profond. On a l'air de se casser la figure facilement au début quand on débute. Et derrière, un cours d'apprentissage assez folle. Ouais, ça me tente, moi, tout ça. Hein. Un 4 joueurs. Donc pourquoi pas la tester solo aussi, contre ce fameux automa. Donc je suis quasi certain qu'il y a un automa dans celui-là, qui est assez costaud d'ailleurs, d'après ce que j'ai lu. Pourquoi pas, voilà, ça me plaît bien. Bon, le thème en lui-même, l'histoire des barrages... ça me tente pas du tout. Bon, pourquoi pas. Mais si, le jeu a l'air vraiment bien. Voilà, c'est bizarre, hein, ces couleurs vachement ternes comme ça, et pourtant le plateau a pas l'air si terne que ça. Voilà. Il a pas l'air si terne d'eau. Bon, elle est mauvaise celle-là. Allez, on va vite passer à autre chose. On va passer à aléatoirement Welcome Back to the Dungeon. C'est le plus petit des jeux de ma liste pour Papa Noël en termes de prix. Et c'est certainement en termes de contenu aussi. Alors, Welcome Back to the Dungeon, c'est pour une raison simple, c'est que parmi les jeux que j'adore sortir quand on n'a pas beaucoup de temps comme ça, qu'on a envie de se marrer et de jouer vraiment cool, Welcome to the Dungeon, je trouve sympa. Un petit jeu yellow, ouais, petite boîte blanche, hop, parfait. Et ben, on a tellement joué à Welcome to the Dungeon que c'est pas qu'on s'en est lassé, pas du tout, parce qu'en fait c'est toujours un plaisir de le ressortir. Je me suis dit, mais pourquoi pas varier un petit peu le plaisir, et pourquoi pas prolonger l'expérience en se procurant un Welcome Back to the Dungeon avec d'autres personnages. Voilà, donc c'est un jeu de prise de risque, hein, c'est un jeu où il faut parier sur notre survie dans un donjon avec des monstres qui vont s'accumuler petit à petit, et des équipements du héros qui vont petit à petit disparaître. Donc plus on avance dans le donjon, plus... C'est un jeu d'enchères, en fait, à notre tour de jeu, soit on va retirer un équipement du héros, soit on va rajouter un monstre, grosso modo, hein. Ou soit on va passer, parce qu'on se dit non, il y a trop de monstres, il n'y a pas assez d'équipement, on va pas tenir. En fait, le dernier qui ne passera pas sera le joueur qui va tenter de survivre au donjon. Et donc victoire pour celui qui a réussi 2 fois à survivre au donjon, défaite pour celui qui a réussi, qui a raté 2 fois. Voilà, donc on peut gagner, quand tout le monde est mort sauf nous, on peut gagner aussi en ayant fait 2 succès. Mais souvent, on gagne parce que les autres sont morts. C'est plutôt ça. Et c'est pas mal, ouais, ça passe bien, j'adore ce genre de petit jeu là, c'est du régal, je trouve ça cool. On va finir sur... je finis sur lequel des deux? Ah, je vais finir sur l'autre. On va passer au Dilemme du Roi. Le Dilemme du Roi, c'est un jeu, c'est sans doute le plus récent de la liste pour le Papa Noël. C'est... Alors, je pense, là, c'est... Il y a beaucoup d'inconnus sur ce jeu. C'est un jeu, apparemment, où on gère une espèce de famille noble, une famille assez influente en tout cas, qui va vivre ses petites histoires, qui va faire ses choix pour essayer de pérenniser sa mainmise sur son territoire, je sais pas, quelque chose comme ça. Il y a des choix à faire et on est en rivalité
plus ou moins direct avec les adversaires, et il y a un côté legacy dans le jeu. Voilà, genre, je peux pas en dire beaucoup plus, hein, parce que je sais pas trop, mais ça m'intrigue. Voilà, tout ça, ça m'intrigue, et donc ça peut être marrant. Je pense que le côté legacy d'un jeu, c'est quelque chose qui me branche pas mal. D'où j'allais dire le Star Wars Legacy, n'importe quoi. Le Pandemic Legacy dont j'ai parlé tout en début de vidéo. C'est sympa hein, de faire évoluer son perso. Son perso, son truc, son royaume, je sais pas ce qu'on fait évoluer. Ça a l'air pas mal, sa famille, sa dynastie. Je pense qu'on peut comparer ça au jeu vidéo Crusader Kings. Je crois qu'on peut comparer ça à ça. Donc pourquoi pas, ça peut être pas mal. Alors pareil, attention, jeu avec une certaine hype en ce moment, il n'est pas encore vraiment sorti. Ça peut être un flop, hein, on sait jamais. Alors, des fois, quand c'est un gros truc comme ça, dire ouais, tout le monde super génial. Mais en fait, ça fait on sait pas, mais ça tombe, ça va être un carton. Aucune idée, donc pourquoi pas. Hein, c'est parti de la liste. On verra bien. Et pour terminer, the last but not the least, Star Wars Rebellion. Et là, ça va faire marrer certains copains s'ils arrivent jusqu'au bout de la vidéo, qu'ils ont pris leur courage à deux mains. Star Wars Rebellion, bah, c'est un jeu qui fait partie des jeux que j'aimerais avoir dans ma ludothèque à un moment donné. Ce qui n'est pas forcément le cas des jeux qui me plaisent de manière générale. Quand il y a des copains qui l'ont et que c'est un jeu qui ne sort pas facilement, pourquoi se le procurer? Aucun intérêt. Mais celui-là, j'ai envie. Voilà, ça fait un jeu franchise de Star Wars, j'en ai pas. Donc Star Wars Rebellion, il y a l'Empire. Quelqu'un joue l'Empire, quelqu'un joue l'Alliance Rebelle. Et l'Alliance Rebelle a une base cachée sur un système, sur la carte, secrètement, hein, bien sûr, elle est cachée. Hein, et le joueur de l'Empire va essayer de savoir de quel système il s'agit, de venir en force et de péter la gueule à tous ceux qui sont sur la planète, pour la détruire, pour éradiquer le centre névralgique de l'Alliance Rebelle. Voilà, donc il y a un certain nombre de tours, voilà, donc l'Alliance Rebelle doit tenir, en fait, hein, elle a des faibles forces militaires, par rapport à l'Empire qui est toute puissante. Elle doit tenir, elle doit faire des petites missions, elle va essayer de noyer le poisson, de faire des feintes, elle va jouer un peu comme ça, pour raccourcir le temps avant la victoire. Voilà. Et l'Empire, lui, bah, il a le chronomètre contre lui, il doit absolument trouver la base avant que le nombre de tours prévus soit écoulé. Et c'est vraiment pas mal. Franchement, j'étais très dubitatif au début. De toute façon, j'en ai fait une vidéo sur la chaîne il y a un moment donné, j'avais donné mon avis sur ce jeu. Au début c'était un running gag ce jeu, hein, parce qu'on avait un pote qui l'avait, et qui cherchait désespérément un adversaire pour tenter de sortir son jeu. Et à chaque fois on feintait, dire ah bah tiens on va peut-être faire un Star Wars Rebellion et tout, puis c'était pour la blague bien sûr. Au final, j'avais joué les entremetteurs, j'avais dit au fameux pote Zef que vous connaissez si vous avez suivi un peu les Star Wars Assaut sur l'Empire, sur les mythiques Star Wars Assaut sur l'Empire sur la chaîne. J'avais branché dans le truc, ils ont joué à deux, ils ont trouvé ça, ils se sont bien marrés, et Zef, à l'issue de cela, s'est procuré lui-même son Star Wars Rebellion. S'en est suivi 5-6 parties avec lui, jusqu'à pas d'heure. Et c'était vraiment tout le temps des bons souvenirs. Alors c'est un jeu, je pense c'est peut-être un des rares jeux sur lequel j'ai 0% de taux de victoire. J'ai perdu toutes mes parties, j'en ai jamais gagné une seule. Et en fait ce qui est frustrant dans l'histoire, c'est que sur toutes les parties perdues, alors sauf quand je joue l'Alliance Rebelle où je suis absolument nul, pourtant j'aime pas trop l'Empire Galactique, hein, mais toutes les parties où j'ai joué l'Empire Galactique ont toujours été serrées. Mais vraiment, ça se joue à chaque fois, la défaite était une toute petite défaite, quoi. J'étais toujours à 2 doigts d'y arriver, et à chaque fois il manquait un petit truc. Alors soit un petit coup du hasard, soit un élément externe. Et c'est le petit reproche que je fais au jeu, et en même temps, c'est ce qui fait qu'il est rigolo, qu'il est sympa, c'est que il y a une partie aléatoire, bah, c'est pas du jeu de gestion pur et dur, il y a une bonne partie gestion, il faut essayer de gérer la construction de sa flotte, gérer ses troupes, gérer son réassort de troupes militaires. Mais en même temps, il y a une partie bluff que j'aime beaucoup dans le jeu. Le fait, l'aspect track de la planète, du système où est planquée la base rebelle, l'aspect bluff sur les missions sur lesquelles on attribue les leaders, là, ça me parle beaucoup, ça j'aime bien, hein, parce qu'on planifie nos actions avec les leaders, c'est secret. Le joueur en face fait pareil, et puis à tour de rôle, on va révéler une action, l'autre va pouvoir
éventuellement essayer de contrer l'action avec des leaders qui sont restés en réserve. Leaders, bah, c'est des leaders qu'on connaît sur Star Wars, hein, c'est la princesse Leia, c'est Dark Vador, c'est Mon Mothma, etc. C'est que des personnes qui nous parlent. Et puis on est vraiment immergé dans le jeu. C'est excellent. Je trouve que quand on est dans ce jeu-là, on y est. On est dans Star Wars 4, 5, 6, dans celui que nous, les petits vieux, maintenant, c'est notre truc, quoi. C'est le vrai Star Wars pour nous. Et c'est génial, quoi. C'est génial. Voilà, donc peut-être que si un jour j'arrive à la récupérer dans ma ludothèque, peut-être que je réussirai à faire jouer quelqu'un qui débutera, et peut-être que j'aurai enfin ma première victoire. Ce serait quand même pas mal. Voilà, il faut que j'y arrive un jour. Hein. Je sais pas, mon padawan, si tu m'entends. Voilà, on va se le faire un jour. Je t'apprendrai à perdre. Ça, je suis très fort pour apprendre à perdre à ce jeu-là. Voilà. Ainsi s'achève mon listing pour le Papa Noël. Alors ça fait combien de jeux tout ça? Je crois qu'il y en a 17 en tout, ouais, il y a 17, 4, c'est ça. Une bonne liste bien longue avec plein de jeux qui coûtent bien cher, hein, donc je pense pas que je recevrai tout de la part de Papa Noël, hein, ça m'étonnerait. L'espoir fait vivre. Hein. Quand il n'y a plus d'espoir, il nous reste l'espoir, paraît-il. On y va. Bah maintenant, sur ce bon de gars du Nord, ça sent le top 25 qui va arriver dans pas longtemps. On est le 29 aujourd'hui, au moment où j'enregistre. Donc, à mon avis, si ça commence pas demain, ça va commencer après-demain, mais ça sera le fameux top 25 qui va me demander un petit peu de boulot. Il me reste plus qu'à vous faire des gros bisous. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est encore une fois long, hein, comme d'hab, mais plus c'est long, etc. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt, à très vite. Salut!